Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sophia Vora. Aujourd'hui, on se retrouve pour une quatrième et dernière vidéo sur Louis XVI et Marie-Antoinette. Après Varennes, une caricature transforme à nouveau Louis XVI en Gargantua, montrant le roi comme un ivrogne. Alors qu'il tente un verre à côté d'un tonneau de champagne, il est suivi d'une procession d'oiseaux et de canards portant la tenue ecclésiastique. La légende précise que le fameux glouton nommé Gargantua, suivi des cardingos, des évégos, des abégos et des capucingos, oiseaux très sales, très puants et très voraces, se transporte monté sur une jument avec sa famille et va consulter l'oracle de la dive bouteille sur les événements futurs. Cette suite grotesque est alors saisie d'étonnement devant les destinées écrites sur 2 tablettes qui indiquent que du joug de l'oppression, la France sera affranchie et qu'un peuple entier indépendant a compris la liberté. Le moment est venu pour nous de trinquer. Sur une caricature intitulée La grande colère de Capet-l'Aîné, ou Qui casse les verres les paye, Louis XVI renverse un fauteuil et brise un miroir. La légende indique du roi que chacun des morceaux multiplie sa folie, ce que démontre la présence d'une marotte symbolique dans sa main. Servant d'attribut au bouffon de cour, ce sceptre est surmonté d'une tête grotesque, coiffée d'un capuchon à grelots. Cette caricature accompagne une campagne de presse visant à démontrer la folie de Louis XVI, car elle était l'un des motifs de destitution reconnus par la Constitution. Le 29 juin, 3 quotidiens racontent que le roi, dans un délire étrange, aurait cassé ses glaces et ses vitres, brisé ses pendules, ses meubles et ses porcelaines dans son château des Tuileries. Certains écrivent qu'il agite ainsi pour dissimuler un nouveau projet de fuite, d'autres qu'un garde national aurait refusé de lui obéir, le roi étant interdit de ses fonctions. La polémique enfle, entretenue par les journalistes radicaux, qui répandent la rumeur selon laquelle le roi serait sujet à de violentes colères et à des accès de démence. De leur côté, les modérés et les royalistes dénoncent une rumeur sans fondement, issue des calomnies propagées par le duc d'Orléans. Malinx, le lynx. Sur cette caricature, Louis XVI est représenté en roi Janus pour symboliser sa duplicité et son hypocrisie. Dans la mythologie romaine, Janus était le dieu des commencements et des fins, toujours représenté avec 2 visages. Cette caricature montre à gauche un roi solennel, posant sa main sur la constitution tendue par un député, proclamant qu'il la soutiendra. À droite, perdant sa couronne, Louis XVI s'adresse à un ecclésiastique et lui affirme qu'au contraire, il détruira la Constitution. Les réserves émises à propos de l'honnêteté du roi sont nombreuses, bien qu'il se soit finalement résolu à prêter serment à la Constitution, le 14 septembre 1791. Mieux vaut avoir le cul entre 2 chaises que 2 chaises entre le cul. On le représente néanmoins comme un prisonnier insincère qui n'a plus d'autre choix, alors qu'il trône dans sa cage surmontée d'une couronne royale. Et quand l'empereur Léopold, le frère de Marie-Antoinette, lui demande avec étonnement ce qu'il fait, on lui fait répondre qu'il sanctionne, c'est-à-dire qu'il approuve et signe un à un les décrets qu'on lui soumet. Merci, bonne journée. Suivant. Pourtant, le roi se crée une autre réputation qui lui vaut le surnom de Monsieur Veto. Afin d'affaiblir son pouvoir, l'Assemblée constituante lui accorde en effet un droit de veto qu'il utilisera à 5 reprises. Après s'être opposé au décret du 9 novembre, qui exhortait les émigrés à revenir en France, le roi s'oppose à celui du 29 novembre, relatif aux prêtres réfractaires. Sur cette caricature, il apparaît donc en monstre ailé se portant à leur secours. La légende indique qu'un grand nombre de prêtres réfractaires s'étaient embarqués sur le Rhin à dessein de rejoindre l'armée noire, que le bateau qui les portait coula à fond, et qu'ils allaient tous périr lorsqu'on vit descendre Monsieur Veto, qui les a sauvés du danger. De son côté, la reine subit les calomnies de pamphlétaires peu soucieux des faits historiques, comme ont pu le montrer les dessins qui l'ont représentée en libertine, aux côtés de divers amants et amantes. Lorsque le marquis de Lafayette fait arrêter le roi après sa fuite, en le traitant avec respect, le peuple présume une connivence entre lui et la famille royale, qui se traduit par cette caricature. Lafayette y est montré comme un coq faisant la cour à la reine, qui apparaît en poule. À droite, Mathieu-Jacques de Vermont, ancien précepteur, lecteur et secrétaire de cabinet de Marie-Antoinette, veille sur les 2 prétendus tourtereaux. Ah, je sais plus quoi dire devant tant de clichés et de bêtises. Sur cette caricature de 1792, on peut voir Louis XVI en compagnie d'un brigadier de la garde nationale. Tous 2 viennent de disputer une partie d'échecs que le roi a perdue. Marie-Antoinette, représentée entre eux, s'écrie qu'elle lui a porté malheur et de colère, arrache sa coiffure. À droite, un ecclésiastique dit au roi qu'il lui avait conseillé de conserver ses tours, tandis que Madame Élisabeth annonce que la partie était belle. À gauche, Madame Royale semble vouloir renverser la couronne d'une chiquenaude, disant au dauphin qu'elle doit lui appartenir à lui. Ce dernier lui répond de ne pas y toucher, ajoutant que la loi salique le lui défend. Il s'agit encore d'une allusion aux vaines tentatives visant à faire proclamer le prince royal avec une régence. Apprends que le roi ne se prend point, même au jeu d'échecs. Plusieurs caricatures sont produites après la journée du 20 juin 1792, qui voit le peuple parisien pénétrer dans l'Assemblée, puis envahir le palais des Tuileries. Cette manifestation fait suite à la déclaration de guerre lancée par le roi et l'Assemblée contre l'Autriche,
et aux différents vétos brandis par Louis XVI. Le 7 juin 1792, alors que la France se trouve sous la menace d'une invasion, le roi oppose son veto à la création d'un camp de 20 000 hommes chargés de défendre la capitale. Le 12 juin, il s'oppose encore au décret du 27 mai 1792 qui prévoit la déportation hors de France des prêtres assermentés. Les sans-culottes parisiens, excédés et poussés par les députés girondins, demandent à l'Assemblée de priver le roi de son veto avant d'envahir le palais des Tuileries. Ils menacent alors Louis XVI, lui réclamant un changement de politique. Produite en 1791, cette caricature circule après les événements du 20 juin. Le roi est montré jouant au jeu du piquet avec un sans-culotte portant un bonnet phrygien. Louis XVI s'écrie « J'ai écarté les cœurs, il a les piques et je suis capot ». Le vocabulaire du jeu est détourné, les piques constituant les armes du peuple. L'image est une métaphore de la défaite du roi car le mot capot, qui forme un jeu de mots avec capé, signifie n'avoir fait aucune levée et donc perdre la partie. Le titre, repiqué capé, fait écho au surnom donné à Louis XVI. Les révolutionnaires l'appelaient alors Louis Capet ou le citoyen Capet, en référence à Hugues Capet, fondateur de la dynastie des Capétiens, dont les Bourbons étaient une branche cadette. En donnant un nom de famille au roi, on désacralisait sa fonction, faisant de lui un simple citoyen que l'on pouvait juger, le plaçant dans une situation pour le moins déplaisante. Ah oui, désespérant! Il m'a encore pigeonné! Au cours de la journée du 20 juin, le roi voit donc le palais des Tuileries investi par la foule durant 2 heures. Il est alors contraint de porter le bonnet phrygien et de boire à la santé des sans-culottes et de la nation. Malgré cette humiliation, Louis XVI sort grandi de cette situation, ayant maintenu sa position en refusant de retirer son veto et n'ayant rien concédé au peuple. La manifestation est un échec, d'autant qu'elle suscite l'indignation et un retour temporaire de l'opinion en faveur du roi. Toutefois, de nombreux portraits le représentent une bouteille à la main et coiffé du bonnet rouge, cherchant à souligner sa dualité et sa condescendance à l'égard du peuple. La légende de l'image l'accuse d'avoir, par ses actes, semblé prendre une part personnelle à l'insurrection du 20 juin, alors qu'il n'a fait qu'attendre bravement que ses concitoyens soient rentrés dans leur foyer pour leur faire une guerre occulte et exercer sa vengeance. Sur une autre estampe, Louis XVI est même montré se versant une énième rasade de vin au milieu de bouteilles vides. Sur son bonnet, la cocarde a été remplacée par l'inscription « Il fait banqueroute à tous les partis ». S'adressant avec ironie aux aristocrates qui auraient pu prendre peur pour lui, la légende indique « Soyez tranquille sur la santé du traître Louis XVI, il boit comme un templier en attendant ». L'image fait donc comprendre que le roi, incapable de se tirer d'affaire, ne se trouve plus d'aucun parti sinon du sien. Ça fait beaucoup de solitude. Du côté des Anglais, William Dent s'empare du sujet de la journée du 20 juin, sans prendre parti pour l'un ou l'autre camp. Sa caricature, divisée en 2 parties et publiée le 23 juillet, aura tellement de succès qu'elle sera reprise par les Français. Elle montre d'abord un Louis XVI plutôt ridicule, coiffé du bonnet rouge et cerné par les patriotes, qui lui réclament la sanction des décrets et l'enlèvement de son veto. Comme le titre l'indique, le roi représente allégoriquement la monarchie limitée ou le pouvoir négatif de la France, assailli par les furies patriotes du 20 juin. Le caricaturiste dénonce donc autant l'attitude du roi que celle de la foule, montrée comme sauvage et incontrôlable. Sur l'image de droite, on peut voir un diable enlacer une foule de Français qui cherchent à l'embrasser. Ces hommes représentent des députés membres de l'Assemblée nationale, le titre indiquant que le diable incarne symboliquement la démocratie illimitée ou le pouvoir actif de la France, réconciliant les partis en lice par une étreinte générale le 7 juillet. Nul doute que le caricaturiste anglais appréciait peu l'idée de démocratie, allant jusqu'à faire dire à son diable « Embrassez-moi d'abord puis baisez-vous les uns les autres, et vous saurez désormais ici comment en faire. » Ok. Bien moins vulgaire qu'il n'y paraît, le dessin fait en réalité référence à l'épisode du baiser l'amourette qui s'est produit le 7 juillet 1792 à l'Assemblée. Au cours de cette séance, l'ecclésiastique et député Adrien Lamourette, déplorant la désunion de l'Assemblée, propose à ses collègues de s'embrasser en signe de réconciliation. La proposition de ce baiser fraternel, censé rassembler tous les partis, est accueillie avec un réel enthousiasme et provoque alors des embrassades générales, qui resteront néanmoins sans suite. Plusieurs caricatures encore font référence aux conséquences de la journée du 10 août 1792, au cours de laquelle le peuple parisien prend d'assaut le palais des Tuileries, contraignant le roi et sa famille à se réfugier à l'Assemblée nationale. Après cette journée qui renverse définitivement la monarchie, les députés, embarrassés par cette situation, envisagent de préparer un logement pour le roi au Luxembourg. La Commune de Paris, gouvernement révolutionnaire à l'origine du 10 août et défendant les idées des sans-culottes parisiens, réclame cependant l'arrestation de la famille royale. Le 13 août, le roi et sa famille sont donc finalement menés au Temple, où ils resteront emprisonnés jusqu'à leur jugement. Cette caricature est intitulée « Les animaux rares ou la translation de la ménagerie royale au Temple » le 20 août 1792.
Les membres de la famille royale, entièrement métamorphosés en animaux, sont conduits à la tour du temple par un sans-culotte qui les fouette en disant « Maudits animaux, nous les engraissions de notre sang, et ils voulaient nous faire égorger. » Au centre, Louis XVI est représenté en dindon perdant ses plumes, s'écriant « À moi Lafayette, ou sinon on me mènera à la guillotine ». Marie-Antoinette apparaît en louve, deux serpents sortant de sa coiffure, tandis qu'on lui fait dire que les maudits jacobins ont fait échouer tous ses projets. En tête du cortège, le dauphin Louis-Charles, Marie-Thérèse Charlotte ainsi que la sœur du roi Madame Élisabeth sont tous trois représentés en louveteaux, dont la légende indique qu'ils dévoreront bien des petits poulets. On va s'asseoir par là, tu nous envoies une serveuse en allécron, c'est noté? D'après sa légende, une autre caricature représente Louis le Dernier et sa famille, conduits au temple le 13 août 1792. On y voit Louis XVI en chemise, dépouillé de ses vêtements qu'on a jetés au chien et qu'un sans-culotte piétine. Celui-ci lui retire le bonnet rouge du 20 juin, tandis qu'un second sans-culotte le coiffe d'un bonnet vert, que les banqueroutiers ayant fait faillite étaient condamnés à porter. Le titre de l'image, Au roi dépouillé, fait référence au jeu du même nom, qui consistait à ôter pièce par pièce les habits de celui que l'on avait désigné roi du jeu. Au sens figuré, l'expression « jouer au roi dépouillé » signifie qu'on a ôté tous ses biens à un homme, l'image sous-entendant que le roi a perdu tous ses pouvoirs. Notons la présence d'une femme qui lui fait les cornes, peut-être en raison de la couleur verte, vue comme maléfique et associée au diable. Toujours en 1792, on trouve une caricature anonyme française pour le moins scatologique, intitulée « Bombardement de tous les trônes de l'Europe et la chute des titans pour le bonheur de l'univers ». Plusieurs députés anonymes de l'Assemblée nationale, littéralement sans culotte, défèquent des jets d'excréments liquides symbolisant la liberté, et sur lesquels sont inscrits les mots « ça ira », en référence aux paroles de la chanson révolutionnaire. Ils s'attaquent aux princes coalisés et aux monarques européens, qu'un aigle prussien tente vainement de protéger avec une immense couronne. Au sommet de ces rangées de postérieurs, une femme symbolisant la liberté et tenant un bonnet phrygien interpelle Louis XVI en s'écriant « Rends tout et va-t'en à tous les diables ». Joignant le geste à la parole, elle emploie un canot représentant symboliquement le libre arbitre du peuple français, et dont l'embout indique qu'il est un violent émétique. Placé dans le postérieur de Louis XVI, il provoque le vomissement involontaire de ce dernier sur les monarques. Le jet contient des flèches ainsi que les mots veto et bella horrida bella, une locution latine signifiant des guerres, d'horribles guerres. Parmi les monarques, on reconnaît le roi de Grande-Bretagne George III, son premier ministre William Pitt, ou encore le pape Pie VI, qui supplie Saint-Pierre et Saint-Paul d'avoir pitié de lui. Surplombant les autres à moitié dénudés, l'impératrice Catherine II de Russie s'écrie « Retournez-vous, poltron, et je vous ferai tous mordre la poussière, que je regrette, hélas, mes pauvres roubles. » Cette dernière cherchait en effet à organiser des expéditions militaires contre la France révolutionnaire, ses tentatives demeurant infructueuses. De manière générale, les monarques fustigent ces sans-culottes, disant que cette maladie des Français leur coûtera leur couronne, l'un d'entre eux s'écriant même « Dans quel triste état leur cul mettront nos têtes ?» Cette caricature constitue une satire des puissances européennes qui, formant une coalition dès 1792 contre la France révolutionnaire, tentent vainement d'envahir son territoire afin de rétablir la monarchie. Cette estampe, intitulée La boîte à Pandore, est une copie inversée d'une caricature anglaise d'Isaac Cruikshank datant de 1791. Sans aucune gêne, on a donc détourné cette caricature en modifiant son titre et les personnalités visées, l'image étant censée représenter Louis XVI et Marie-Antoinette au moment de leur mariage en 1770. L'idée consistait sans doute à mettre en corrélation le début de la déchéance du roi et la date de son union avec la reine, sans se préoccuper réellement de la ressemblance physique entre le couple royal et les personnages dessinés. Sous l'apparence d'une femme miniature sortant de sa boîte, Marie-Antoinette est donc présentée comme un bijou à Louis XVI, qu'il observe avec un monocle au moment de l'alliance conclue entre leurs deux pays. Tenue par un homme qui pourrait être le ministre autrichien Kaunitz ou l'ambassadeur Mercy-Argento, elle est ici considérée comme un cadeau empoisonné offert par l'Autriche à la France, la boîte indiquant « De tous les maux, voilà le pire ». Cette inscription, comme les titres modifiés de l'image, sont une référence mythologique à la légende de la boîte de Pandore, offerte par Zeus à la femme du même nom, dans le but de punir les hommes de leur orgueil. Alors que Zeus lui interdit d'ouvrir la boîte, Pandore désobéit, faisant sortir tous les maux de l'humanité qui s'y trouvaient enfermés, créant le malheur des hommes. Cette estampe fait donc passer Marie-Antoinette pour le pire malheur qui soit, comme l'indiquent encore les propos des personnages présents. Alors que Louis XVI dit qu'il croit que le bijou est faux, les femmes à ses côtés s'écrient en effet qu'il faut se défier de son caractère, qu'il aurait mieux valu le fondre, ou encore qu'on tâchera de s'en défaire au meilleur prix. On foutra ça dans une poubelle, ça fera un heureux. Après le procès de Louis XVI, qui se déroule du 10 au 26 décembre 1792, les députés votent et condamnent le roi à mort le 15 janvier 1793.
Ce dernier est alors guillotiné le 21 janvier, avant que Marie-Antoinette ne le soit à son tour, le 16 octobre de la même année. Alors que l'Europe entière est sous le choc, les caricaturistes français ne se préoccupent plus du roi et de la reine. De leur côté, la plupart des caricaturistes anglais s'affligent de l'exécution du couple royal. De même que ses collègues, Isaac Cruikshank publie notamment une série de dessins réalistes, bien loin des caricatures. Tous représentent les derniers instants vécus par le roi, la reine et leur famille, avant leur exécution sous les yeux du peuple français. Le roi et la reine sont alors magnifiés, considérés comme des martyrs injustement menés à l'échafaud par un peuple en quête de vengeance et insensible. Devenus des êtres de nature divine, tous deux sont montrés pardonnant à leurs ennemis, le roi par une exclamation affirmant qu'il meurt innocent, la reine par un geste de la main vers le peuple qui la condamne à mourir. Les dessinateurs anglais, tous royalistes, prennent alors le parti de publier de terribles caricatures contre-révolutionnaires, visant à démontrer la cruauté des républicains français. Mais si la plupart de ces caricaturistes n'osent s'attaquer par principe au couple royal, il n'en va pas de même pour James Gillray, qui publie une caricature faisant exception à la règle. Elle consiste en un détournement parodique du célèbre tableau du peintre royaliste anglais Charles Benazèche, représentant les adieux de Louis XVI à sa famille, le 20 janvier 1793. On peut y voir le roi assis, entouré par sa famille suppliant le ciel, accompagné de l'abbé Edgeworth, le prêtre catholique qui était son dernier confesseur, et de son valet Jean-Baptiste Cléry. L'ensemble forme une puissante charge contre-révolutionnaire, véhiculant volontairement l'image d'un Louis XVI devenu martyr, et celle d'un père de famille aimé et aimant, presque considéré comme une figure christique. S'opposant aux représentations sentimentales et idéalisées de Louis XVI, réalisées par Benazèche et par ses collègues caricaturistes, Gillray publie cette estampe le 20 mars 1793. Son titre anglais pourrait se traduire par Louis XVI prenant congé de sa femme et de sa famille. On y voit représenter une famille royale tombée dans le dénuement et la misère, ayant perdu toute dignité, arborant des vêtements troués et en lambeaux, des cheveux sales et décoiffés, ainsi que des chaussures usées ou inexistantes, qui laissent apparaître des chaussettes en mauvais état. Louis XVI est représenté si apeuré et terrifié de se rendre à la guillotine qu'il ne peut s'empêcher de déverser scatologiquement le contenu de son estomac sur le sol, occultant totalement la présence de sa femme et de ses enfants. Tous ces défauts nous sont rappelés, de sa gourmandise légendaire avec la cuisse de poulet encore chaude à ses côtés, jusqu'à son goût présumé pour la boisson, avec le verre et la carafe de vin qu'il tient fermement dans ses mains. Pour Gillray, le roi devient un être humain lambda, vulnérable, qui ne songe plus à rien sinon à boire pour oublier, en proie à une peur bien logique face à la mort qui l'attend. Préférant sa boisson à la religion, le roi n'accorde pas plus d'attention à l'abbé Edgeworth, lequel brandit une croix sur laquelle se trouve un faux Christ, qui est en réalité un jacobin affublé d'un bonnet phrygien. À droite de l'image, devant deux révolutionnaires qui ne sont pas plus épargnés, l'un s'apprêtant à frapper la reine avec la crosse de son fusil, Marie-Antoinette est représentée en guenille. Désespérée, larmoyante et hagarde, elle refuse de quitter son mari, tandis que son fils le dauphin s'accroche à sa robe, affichant lui aussi un air épouvanté. À leur côté, Madame Élisabeth, sœur du roi, enfouit son visage dans un mouchoir, tout en emportant avec elle Marie-Thérèse dite Madame Royale, la fille du couple royal. Là je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. Préférant offrir une vision pathétique de la fin de Louis XVI, plus réaliste et probable bien qu'hypothétique, Gillray juge autant les échecs du roi que les erreurs du peuple français. L'image concentre à elle seule tout le caractère subversif, transgressif et parfois irrespectueux que peut revêtir la caricature. Pourtant, même à cette époque, elle subira une forme d'autocensure. En dehors du fait qu'elle n'ait pas été signée par Gillray, qui l'a fait passer pour une copie exacte d'une caricature française défavorablement connue, elle ne sera pas non plus publiée par l'éditeur habituel du caricaturiste, ce dernier l'ayant probablement refusé du fait de son caractère anti-royaliste. Tu m'en diras tant. Coucou. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne ou à liker cette vidéo si mon travail te plaît. En attendant, je te dis à la prochaine.